pouvoir maintenant accueillir Caroline Boutin, qui est médecin généraliste. Est-ce qu'elle est là? Oui. Elle est praticien hospitalier depuis décembre 2019 dans le service de médecine générale et médecine interne de l'hôpital de Perpignan. Elle se sert de ses compétences en ostéopathie et en posturologie dans une activité d'algologie. Entre plusieurs randonnées, cette passionnée de nature et de grands espaces a trouvé le temps de recenser et d'analyser l'ensemble des connaissances sur l'examen postural dans la prise en charge des douleurs d'origine musculo-squelettique et ostéo-articulaire. Elle nous fait tout de suite part des conclusions de sa revue de la littérature scientifique. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Donc du coup, vous venez de dire d'où je venais. Effectivement, c'était une réflexion qu'on avait initiée avec le docteur Pavageau, qui est le directeur de cette thèse. En fait, c'est une étude que j'ai faite avec lui. Et donc, c'était une recherche pour apporter un intérêt dans la prise en charge des douleurs en médecine générale et de réfléchir autrement à la prise en charge des douleurs ostéo-articulaires qui sont difficiles à prendre en charge. Donc, en fait, l'intitulé de cette thèse était « L'examen postural améliore la prise en charge en soins premiers des douleurs ostéo-articulaires et musculo-squelettiques à partir d'une revue narrative de la littérature ». En fait, alors si j'arrive à faire défiler mon PowerPoint, je déclare aucun lien d'intérêt concernant cette présentation. En fait, on se rend compte quand on regarde un peu les motifs de consultation, que ce soit aux urgences ou en médecine générale, que les douleurs représentent le premier motif de consultation. 20% des Français ou 12 millions de Français en tout cas consultent pour des douleurs de tout type. Et le premier motif de douleur, c'est les douleurs ostéo-articulaires et musculo-squelettiques. C'est des douleurs qui peuvent être chroniques, mais qui peuvent être aiguës, mais qui ont tendance à se chroniciser, avec une surenchère de prise en charge médicamenteuse et d'examens de radiologie qui retrouvent avec des imageries qui reviennent normales et pour lesquelles on se retrouve un peu démunis concernant les réponses qu'on pourrait apporter à des patients qui présentent ces douleurs et donc des patients qui se retrouvent démunis face à ces douleurs qui persistent. Donc, en fait, l'objet, c'était de rechercher de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans ces douleurs. Et c'est là qu'intervient la posturologie. C'est l'étude géométrique et biomécanique des différents segments du corps dans l'espace. Et elle étudie le processus de régulation de l'activité tonique posturale qui permet à un individu de garder une position stable lors d'une position statique ou lors de mouvements. Donc, l'objectif de ce travail était de recenser et analyser l'ensemble des connaissances sur l'examen postural dans la prise en charge des douleurs d'origine musculo-squelettique et ostéo-articulaire à partir d'une revue narrative de la littérature. Je vais y penser. Alors, on s'est posé beaucoup de questions avec mon directeur de thèse de comment rechercher dans la littérature. Les critères d'inclusion ont été pris de manière assez inobjective, à savoir qu'on a commencé à inclure les articles à partir de la date du 1er janvier 85. C'est date à laquelle le terme posturologie a été créé par le docteur Gagé. J'ai présenté ma thèse en 2019 et donc du coup j'avais décidé d'inclure des articles que jusqu'à 2017. J'ai recherché entre-temps quelques articles. Il n'y a aucune conclusion supplémentaire par rapport à ce que je vais vous présenter. Les textes, c'était surtout l'anglais et le français. La population incluse, on avait fait le choix... le PowerPoint défile trop vite. On avait fait le choix de faire aucune restriction d'âge ou de genre pour coller au plus proche de la population qui consulte en médecine générale. Les critères d'inclusion, vous pouvez les voir notés sur cette diapo. Le principal était surtout d'exclure des patients qui présentaient des pathologies organiques qui étaient décrites dans les différents articles. À savoir que la posturologie n'intervient dans l'analyse des douleurs qu'une fois qu'on a exclu toute pathologie qui pourrait être grave et pour laquelle on a déjà un diagnostic ou pour lequel, en tout cas, il faut une urgence thérapeutique ou diagnostique. Le choix des mots-clés a été un peu compliqué, notamment parce que le terme posturologie n'existe pas en anglais. Donc, ils ont été définis à partir des mots mèche pour avoir une recherche assez scientifique dans la littérature, que ce soit en anglais ou en français. Et donc, nous avons utilisé les termes de médecine générale, posture, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, arthralgie et douleur musculo-squelettique et douleur de l'articulation temporomandibulaire qui correspondaient aux motifs de consultation les plus fréquents. Donc, le choix de la revue narrative de la littérature a été fait justement par rapport à la posturologie qui semble
trouver sa place dans les interventions non médicamenteuses, à savoir qu'il est difficile de trouver des articles avec un fort niveau de preuve, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait une revue narrative de la littérature. Concernant les résultats, il y a avec les mots-clés, nous avons trouvé 9805 articles qui correspondaient à nos termes de recherche. Nous en avons inclus 206. La moitié, c'était sur la réponse de notre recherche. Et les autres articles ont été inclus grâce aux bibliographies de ces différents articles. Donc, seulement 5 consacrés à la médecine générale et à la posture, 42 consacrés aux cervicalgies, 60 aux lombalgies, 36 aux arthralgies, 53 à l'articulation temporomandibulaire et 10 pour les troubles musculo-squelettiques, qui est un sujet de santé publique assez récurrent. Alors, plusieurs résultats. Dans un premier temps, un bilan postural assez systématisé, à savoir d'abord un examen visuel où le patient est présenté dans tous les articles en position, en sous-vêtements, entre guillemets, pieds nus, pour éviter toute modification des capteurs posturaux, avec une observation assez générale et aussi segmentaire de l'ensemble du rachis et des membres. Dans un deuxième temps, toujours dans ces articles, apparaissait un examen photographique ou radiographique du patient avec une mesure définie avec toujours les mêmes angles au niveau des courbures du rachis, que ce soit au niveau cervical, dorsal ou lombaire. Donc, toujours les mêmes références. En troisième intention, une analyse stabilométrique qui permettait de définir le centre de gravité et les mouvements de ce centre de gravité avec un examen sensibilisé avec une analyse du capteur podal ou capteur visuel. C'était les deux principaux capteurs posturaux qui étaient sollicités. Et en troisième intention, le capteur mandibulaire qui intervenait, mais beaucoup moins fréquemment que le capteur podal ou le capteur visuel. Et enfin, mais non systématique, il existait une analyse électromyographique qui permettait d'analyser le tonus musculaire des muscles de la statique rachidienne chez des patients qui étaient symptomatiques ou asymptomatiques. Mais cette analyse électromyographique était moins systématique par rapport au reste des 3 autres examens. Le deuxième résultat qui apparaissait dans tous ces articles, c'est un bilan postural modifié. À savoir qu'en fonction des pathologies retrouvées, on se retrouvait avec une modification des courbures du rachis. Notamment pour les patients qui présentaient des cervicalgies, on retrouvait une majoration de la lordose cervicale avec une position de tête en avant, une perte de flexion et d'extension du rachis à cause de cette modification de la lordose, une majoration du balancement sur la plateforme de force du centre de gravité du patient et des conséquences, et en tout cas une adaptation physiologique de la syphose dorsale et la lordose lombaire chez des patients donc, avec des cervicalgies chroniques. Je ne parle que de pathologies chroniques là, sur ce topo. On remarque aussi, pareillement sur les lombalgies, une majoration de la lordose lombaire avec une diminution de la pente sacrée et une bascule du bassin vers l'avant et avec des conséquences sur le rachis dorsal et cervical avec une modification des courbures en conséquence pour permettre une stabilité du patient. Sur les troubles malo-occlusifs également, on retrouvait des adaptations au niveau des différents segments du rachis, toujours pour avoir une position la plus stable possible chez des patients qui présentent des douleurs avec des compensations rachidiennes et musculaires surtout. Et le troisième résultat de l'analyse de ces articles, c'était le fait que la rééducation posturale avait un intérêt en association aux rééducations conventionnelles, mais aucun intérêt de faire une rééducation posturale seule. Donc ça, c'est les 3. Donc un examen postural assez systématisé, des modifications de courbure au niveau du rachis et un complément de rééducation pour les rééducations conventionnelles. Donc la posturologie seule n'a pas prouvé en tout cas ses compétences. Concernant les résultats, on se retrouve avec une force principale pour les résultats, c'est-à-dire une dynamique collective. En me renseignant un peu sur les différents congrès, notamment en posturologie, il y a un congrès annuel de posturologie.
pas mal de personnes se penchent sur le sujet et notamment une chercheuse qui a réalisé à peu près le même travail que le mien, mais sur des traumatismes du rachis en aigu et qui retrouve effectivement une meilleure efficacité sur des patients qui avaient eu un choc plutôt que sur des patients pour lesquels il y avait des pathologies rachidiennes qui s'étaient installées sur le chronique. Donc plus en post-traumatique que sur le long cours. Les limites des résultats, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une validité des études difficiles à obtenir, notamment pour deux raisons principales. La première, c'est par rapport à la posturologie en elle-même, à savoir qu'il faut intégrer le rachis dans sa globalité, intégrer le message de l'ensemble des capteurs, donc le visuel, le podal, le mandibulaire, le proprioceptif, et intégrer le patient dans son contexte socio-professionnel. Donc, beaucoup d'éléments à prendre en compte dans l'analyse de la posture, donc peu évident à mettre en pratique clinique. L'autre type de difficulté, c'est celui de toute intervention non médicamenteuse, à savoir que le double aveugle est compliqué à mettre en place, que le suivi sur le long terme est également difficile à mettre en place. Et donc, ça fait énormément de difficultés pour avoir des articles qui correspondent à l'evidence-based medicine, d'où la nécessité de faire une revue narrative de la littérature. On se rend compte quand même qu'il y a pas mal de conclusions qui sortent équivalentes dans tous les articles, et c'est pour ça que je me permettais de présenter ce travail. Concernant la méthode, c'est la première thèse qui permet de regrouper des articles sur les 32 dernières années. C'est le premier travail qui étudie la posturologie dans la prise en charge des douleurs ostéo-articulaires et musculo-squelettiques. Et le projet de cette thèse a été soutenu par l'ensemble des posturologues que j'ai pu contacter. Les limites principales, c'est surtout que le mot posturologie n'existe pas en anglais, et donc du coup, peut-être que j'ai loupé des articles en triant un petit peu la littérature. J'ai été le seul chercheur concernant ce travail pour sélectionner les articles, et l'ensemble des articles avaient un faible niveau de preuve. Quelles sont les perspectives concernant ce travail ? Alors, il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte quand on sonde la littérature qu'il y a de nombreuses disciplines qui s'intéressent à la posturologie, que ce soit dans la matière en paramédicale ou en médicale. Sur le plan médical, les rhumatologues, les orthopédistes, les ophtalmos, les psychiatres s'en intéressent, et les paramédicaux, orthopédistes, podologues, orthoptistes, kinés, ostéopathes s'en intéressent aussi dans leur prise en charge, toujours en complément des techniques des techniques habituellement apprises, donc en bon complément. On se rend compte que c'est une prise en charge c'est une discipline qui a sa place dans la prise en charge des douleurs ostéo-articulaires, avec les différents points que j'ai pu soulever. Et en fait, on se rend compte que la posturologie peut avoir aussi un intérêt dans d'autres pathologies que j'ai pas exprimées ici, mais notamment une recherche dans la dyslexie ou dans la prise en charge des patients parkinsoniens. Mais là, c'était pas le propos de ce topo. Donc en fait, si on finit le dernier point que je voulais soulever, c'était que le médecin généraliste est quand même le pivot de cette prise en charge, parce qu'il connaît son patient dans son contexte socio-professionnel. C'est le médecin généraliste qui exclut toute pathologie organique pour son patient, et le médecin qui a quand même un réseau qui permet d'orienter chez différents spécialistes pour en tout cas examiner son patient dans sa globalité. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous avons rédigé une fiche un peu explicative d'un examen postural pour montrer que un examen postural est réalisable dans une consultation de médecine générale. C'est un examen clinique qui a valeur d'orientation et pas de diagnostic, mais quand même qui pourrait être un apport sur des patients qui présentent des douleurs ostéo-articulaires et musculo-squelettiques chroniques pour lesquelles on n'a pas de réponse ni médicamenteuse ni thérapeutique pour le moment. Donc, j'ai un peu repris l'ensemble des éléments qu'on avait pu voir sur les différents articles, à savoir l'examen d'un patient en sous-vêtements, de dos et sur le plan sagittal, avec des points repères. Quand on le voit de dos,
On prend comme repère l'occiput, le processus épineux de C7, processus épineux de T7, processus épineux de L3 pour regarder l'organisation générale du patient par rapport à une ligne qu'on peut appeler la ligne de Barré, pour savoir s'il y a des déséquilibres entre les deux côtés, droite et gauche. Sur le plan sagittal, ça permet de déterminer l'ampleur des courbures avec, pareil, des points anatomiques bien précis, le tragus, l'acromion, le grand trochanter, la malléole. Donc voilà, ça c'est un examen visuel qui peut être rapidement fait pour voir s'il existe des déséquilibres. Ensuite, comme je pouvais vous l'expliquer tout à l'heure, une mesure des courbures rachidiennes qui permettent d'analyser la stabilité du patient avec des mesures références, notamment au niveau du rachis lombaire, au niveau du rachis cervical. Donc ça, pareil, ça se fait assez rapidement avec la verticale de Barré. Ensuite, pareil, une évaluation de l'inclinaison de la tête et des ceintures pour regarder il y a une organisation, enfin, si les ceintures se penchent d'un même côté ou non. Donc, regardez s'il y a des déséquilibres, quels sont ces déséquilibres, et pour voir, pour les prendre en charge et s'ils peuvent être responsables de douleurs. Un examen des genoux dans le plan sagittal et frontal, où on voit que les appuis sont différents en fonction de la position des genoux, ce qui peut avoir un impact sur l'inclinaison de la ceinture pelvienne. Un examen des chevilles qui également a un impact sur la position des genoux et donc, du coup, des conséquences sur l'inclinaison de la ceinture pelvienne et donc une adaptation au niveau du rachis dans sa globalité qui pourrait entraîner des douleurs. À cet examen visuel, on peut ajouter des tests d'orientation, comme j'ai pu vous les citer, test d'orientation de la tête, un Romberg postural, test de piétinement. Ça fait beaucoup de tests qui sont nommés, mais en fait, en réalisation, ça prend moins de 5 minutes de réaliser tous ces tests qui ont, comme je vous ai pu vous le dire, une valeur d'orientation et non une valeur de diagnostic. Et du coup, pour orienter chez nos confrères, ophtalmo, podologues, kinés, afin d'essayer de prendre en charge des douleurs qui sont chroniques et chronophages et déstabilisantes pour les patients. Voilà, j'ai fini mon topo. J'espère que ça a été clair. Pas de questions en direct. Par contre, moi, en tant que médecin généraliste, j'en ai. Donc, selon vous, quelle est l'indication en fait, idéale pour l'examen posturologique voilà. Est-ce qu'il y a une indication phare, on va dire, incontournable? Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'indication incontournable. Après, c'est vrai que sur des douleurs pour lesquelles on n'a pas de réponse à donner à nos patients, par exemple pour une douleur de genou, arrêter de réfléchir que sur le genou et se projeter sur la cheville ou sur le bassin. En fait, il n'y a pas une pathologie particulière à prendre en charge. C'est plus réfléchir autrement. On nous l'apprend à le faire pour une dyspnée où on nous demande de réfléchir sur le plan hémato, sur le plan cardio, sur le plan pulmonaire. Là, surtout, la posturologie, c'est regarder le patient dans sa globalité et pas se centrer sur le problème pour lequel il vient. C'est-à-dire que la douleur peut être d'une autre origine du squelette ou musculaire. Donc, pas vraiment d'indication particulière, mais prendre du recul par rapport à une douleur chronique pour laquelle on n'arrive pas à avoir de réponse pour un patient qui revient de manière régulière. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tout à fait. Est-ce que, une autre question qui me vient, est-ce que quand vous parlez de prise en charge posturologique, vous parlez plutôt des semelles, par exemple orthopédiques, ou d'une prise en charge rééducative, kiné Ça dépend le type de douleur. C'est tout là la difficulté de la posturologie, à savoir que différents capteurs rentrent en compte. Effectivement, il y a le capteur podal qui rentre en compte, mais il y a aussi des problèmes d'orthopsie qui rentrent en compte. Donc effectivement, j'ai envie de dire que si le problème est plutôt bas situé, à savoir des douleurs de genoux, des lombalgies ou des douleurs de cheville, oui, j'aurais tendance à orienter chez un podologue pour vérifier que les appuis ne sont pas responsables de ces rachialgies. Après, peut-être que sur un patient qui présente des cervicalgies, j'aurais plus tendance à l'orienter chez un orthoptiste pour vérifier qu'il n'y a pas un problème visuel avec une adaptation de son rachis et de ses courbures responsable de ces cervicalgies chroniques, parce que le capteur oculaire ou mandibulaire se rapproche plus des cervicales que le capteur podal qui se rapproche plus d'un déséquilibre de la ceinture pelvienne.
Et ces conseils, est-ce que vous les formulez sur la base de l'expérience ou sur la base du travail de recherche? Les deux. Okay. Pour être honnête, je me suis vraiment intéressée à la prise en charge de la douleur dès le début de mon externat, avec des stages en centre d'algologie de manière répétée. J'ai assisté à pas mal de consultations de kiné aussi. Et c'est vrai que, alors même si c'est pas scientifiquement prouvé, quand même, il y a quand même des douleurs par exemple la gonalgie, il y a pas mal de prises en charge de gonalgie qui répondent extrêmement bien à la mise en place de semelles. Parce qu'il y a eu une entorse qui n'a pas été traitée et donc du coup une adaptation des contractures musculaires et donc du coup une adaptation en fait de la globalité du patient sur des mauvais appuis. Très bien. Est-ce que, selon vous, l'effet thérapeutique provient plus finalement de la rééducation ou du porte-semelle ou bien de l'acte, on va dire, diagnostic et de l'observation, du sérieux, du rôle et de la posture du médecin quand il fait sa consultation? J'ai envie de dire, c'est toujours une association thérapeutique, à savoir que si le patient est d'accord sur la prise en charge et adhère à ce que peut proposer le médecin, l'évolution sur la prise en charge de la douleur va être plus efficace. Donc, effectivement, changer les appuis pour reprogrammer le schéma moteur du patient avec une semelle peut être efficace. Après, il faut être rééduqué et donc, du coup, continuer, avoir des exercices et les deux rentrent en compte, à savoir que la semelle va faire quelque chose, mais à la fois si le patient ne marche pas avec ses semelles ou n'a pas une activité physique pour avoir un nouveau mode de vie, il ne sortira pas de son cercle de douleur, quoi. Très bien. Une question sur le net. Les correcteurs de posture proposés donc sur le net, justement, sont-ils fiables? Alors, c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sortent sur Internet et il y a un savoir un peu gourou sur certaines écoles. Après, est-ce que c'est mal ou pas? C'est difficile à déterminer. Après, c'est vrai que Oui, je pense que c'est le diagnostic de trouble de la posture, ou en tout cas envisager un trouble de la posture, il faut le faire avec un médecin qui sait à quoi s'attendre quand il fait ces tests-là. Donc, ça dépend quelle source vous lisez. Ouais, Caroline Boutin, merci beaucoup pour cette présentation Merci à vous. aux initiés et aux moins initiés comme moi. Donc voilà, merci. Et puis on passe à la suite. Au revoir.